Des images du président Donald Trump, président américain qui est en Pennsylvanie. Il va donner un point de presse sur l'industrie de l'acier américaine. On va l'écouter, bien sûr. Et s'il est question du Canada, tiens, ou encore des tarifs, bien, on pourra aller entendre des extraits de cette conférence de presse. Mais on va surtout aller à notre panel américain. Michel Séauger, Catherine Loubier, Raphaël Jacob. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Et avant de vous entendre, on va aller écouter Elon Musk. Ça s'est passé un petit peu plus tôt à la Maison-Blanche. This is not the end of Doge, but really the beginning. My time as a special government employee necessarily had to end. It was a limited time thing. It's 134 days, I believe, which ends in a few days. So that it comes with a time limit. But the Doge team will only grow stronger over time. The Doge influence will only grow stronger. I'd liken it to sort of Buddhism. It's like a way of life. So it is permeating throughout the government, and I'm confident that over time we will see $1 trillion of savings and a reduction in $1 trillion of waste and fraud reduction. Ce n'est peut-être pas la fin de Doge, ce n'est que le début d'Elon Musk, mais lui, il ne sera plus là. Est-ce qu'il était devenu, Raphaël, un boulet pour le président Trump, Elon Musk? D'abord, avant tout, simplement rassurer ceux et celles qui regardent M. Musk et qui voient l'œil au beurre noir. Il a lui-même tenu. Il a dit que c'est son fils et que ce n'était pas parce qu'il était là en France récemment. Donc, la controverse a été évacuée d'emblée. Une fois que ça s'est dit de façon plus sérieuse, écoutez... On est rassurés. On est rassurés, on est collectivement rassurés. Pour ceux et celles qui parlent des réductions, il y a deux bémols absolument fondamentaux à poser, des réductions budgétaires. Le premier bémol, c'est le suivant. Il n'y a personne qui peut vous dire à date d'aujourd'hui qu'est-ce qui va vraiment rester de l'effort, des efforts de M. Musk, parce qu'à peu près tout a été fait. En fait, tout a été fait par décret après coup. M. Musk a émis des recommandations parce que le Congrès américain, même à majorité républicaine, ne voulait pas légiférer sur ces questions-là. M. Trump a émis des décrets. À peu près tout ça s'est contesté devant les tribunaux et on en a encore pour des mois et des mois avant qu'on statue de façon définitive. Le premier bémol, il est là. Le deuxième, il est encore plus frustrant, je vous soumettrais, pour M. Musk. C'est-à-dire que d'un côté de la bouche, M. Trump l'a sommé d'identifier où est-ce qu'on pouvait couper dans le grand guillemet dans l'appareil gouvernemental, trouver des façons de retourner peut-être éventuellement à l'équilibre budgétaire. De l'autre côté de la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage les élus de son parti à passer un projet de loi mammouth qui va en fait contribuer à accentuer le problème de l'endettement public aux États-Unis. Donc, qu'on trouve 100, 200, 300 millions, 1000 milliards, 2000 milliards, c'est pas tant ce qu'on peut trouver. C'est également, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va aller ajouter comme problème de dette. C'était inévitable que sur la trajectoire sur laquelle ça s'en allait, cette affaire-là, qu'il allait partir. C'est pas parce qu'il y a eu de l'animosité entre les deux hommes. Pour tous ceux et celles qui spéculaient au début du mandat, à savoir, est-ce que deux personnes comme ça, avec des égos comme ça, vont pouvoir s'entendre, il n'y a rien qui nous indique que c'était ça où le bas blessait. C'était un problème de fond. Et le problème de fond, il n'avait pas de solution. Catherine? Oui, je vais donner C'est vrai ce que Raphaël dit, mais je voudrais nuancer un peu aussi, au sens où, écoutez, ça fait quand même 4 mois qu'ils sont là actifs, et je pense que c'est vrai que au niveau des coupes, il y a des dépenses et un déficit qui va augmenter, en tout cas c'est ce qu'on croit, avec le Big Beautiful Bill. Qui s'en va au Sénat. Mais il faut aussi dire qu'il y a quand même un effort gigantesque qui a été fait. M. Musk demeurera le père de Doge. Doge a regardé des contrats qui étaient des doublons, qui étaient redondants. USAID, où il y avait des programmes qui étaient franchement à l'œil de n'importe qui, inutiles, mal ficelés, qui n'atteignaient pas des objectifs qui rendent compte pour les Américains qui payent des taxes. C'est vrai qu'il y a eu des coupures plutôt sauvages. Je l'entends ici aux États-Unis. Si on rencontre quelqu'un qui s'est fait mis à pied dans les coupures de personnel de Doge, les faces sont longues. C'est vrai, il y a des dizaines de milliers de personnes, mais il y a aussi des dizaines de milliers de contrats de subventions qui ont été coupés. Il y a des édifices vides dont les baux ont été annulés, etc. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas juste du mauvais. Puis franchement, dans toutes les économies du G7, les États sont des éléphants. Et c'est pas juste à propos des déficits, c'est aussi à propos de faire en sorte qu'on peut pousser des projets hors de la porte qui vont fonctionner, que le gouvernement
puisse livrer ce que l'exécutif lui demande de livrer parce qu'en ce moment, il est très embourbé, il est gros, il est enflé, il y a du gaspillage, il y a beaucoup d'idéologie aussi qui était dans les bureaux du gouvernement. C'est ce que c'est bon ou mauvais, je vous laisse en juger, là, mais moi, je pense que c'est pas la mission première de pousser des idées. La mission première, c'est de remettre de l'argent dans les poches, c'est de faire fonctionner l'économie, construire les infrastructures, les services premiers aux gens. Donc, oui, dans le contexte, mais en même temps, je pense que cet homme-là qui a pris un break, qui est quand même CEO de 3 compagnies, en possède plus que 5 ou 10, je ne sais plus, a donné de son temps, son 300 millions d'investissements dans la campagne républicaine en plus. Il y a un effort gargantuesque qui n'est pas parfait, mais que je dis un petit bravo à M. Musk sur son départ. Michel C. Je trouve difficile d'accepter qu'il a coupé dans l'idéologie comme si les républicains n'avaient pas l'idéologie, eux, quand même. Il faut faire un peu la part des choses. Ils ont coupé dans des choses qui étaient faciles à couper, qui étaient faciles à ridiculiser. L'aide étrangère, évidemment, on donne de l'argent à des pays oui, mais il y a des enfants qui sont morts à cause de ça. Alors, à un moment donné, il faut aussi voir la contrepartie des coupures. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le départ de M. Musk était inévitable. Il ne s'entendait plus sur l'ensemble de la politique américaine. Le Big Beautiful Bill, il était contre. Les tarifs, les droits de douane, il était contre. Il disait... La sécurité sociale, l'équivalent de la pension de vieillesse au Canada, c'est un Ponzi scheme, c'est une arnaque pyramidale. M. Trump a dit jamais je ne toucherai à ça. Alors, à un moment donné, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ça ne pouvait pas durer très longtemps. Maintenant, on verra à l'usage si les coupures qu'il a faites sont pérennes, si ça continue, ça va avoir un effet sur le budget, ou si au contraire, le budget va continuer d'être aussi déficitaire qu'avant, peut-être même plus. Mais aujourd'hui, dans le bureau ovale, Raphaël, malgré justement les désaccords entre ces deux hommes, comme vous le disiez, qui ont de très, très gros égos, on a voulu laisser transparaître que c'était encore l'amour entre les deux. Absolument. Et personnellement, il n'y a absolument rien qui me donne raison de contredire ça. C'est-à-dire que pour toute la spéculation par rapport à des tensions en coulisses, il y en a eu de ce qu'on en comprend, mais entre M. Musk et certains membres de l'entourage de M. Trump, incluant certains membres du cabinet, notamment M. Rubio, qui dirige le département d'État, parce que notamment les coupures sur l'aide internationale, que ce soit bon ou mauvais sur le fond, c'est un autre débat, là, mais ça avait vraiment dérangé des acteurs comme M. Rubio. Mais entre le président et lui, il n'y a rien qui laisse transparaître, qu'il y avait vraiment des problèmes. Mais soit dit en passant, pour ceux et celles qui ont la mémoire un petit peu plus courte, quand M. Trump est insatisfait ou n'aime pas personnellement un de ses employés, on devrait se rappeler qu'il ne se gêne pas pour le laisser savoir. Donc, les compliments qu'on a entendus, en ce qui me concerne, doivent être considérés comme étant sincères. Et il n'y a rien qui nous laisse non plus croire que M. Musk va se retirer entièrement de son rôle, et en fait de ses rôles qui sont multiples, comme Catherine le mentionnait, au sein du Parti républicain, surtout le Parti républicain de M. Trump. Mais pour lui, Elon Musk, ça n'a pas été très bon quand même. Là, Tesla, ça ne va pas bien du tout. Il a perdu énormément d'argent, Catherine. Oui, non, c'est sûr. Il retourne à des compagnies où on voit bien, là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, pas dans toutes ces compagnies, mais certainement dans quelques-unes. Mais je vous amènerai aussi sur un autre terrain, c'est-à-dire qu'en étant aux côtés, il a investi dans cette relation-là, là, si on regarde ça objectivement, là, des grandes sommes, 300 millions de dollars, en étant aux côtés de l'homme le plus puissant de la planète, de la plus grande économie au monde. Il s'est positionné aussi avec ces compagnies-là. C'est pas, écoutez, par exemple, Donald Trump, c'est l'anti-mandat voiture électrique. C'est quand même un collaborateur, je suis d'accord avec Raphaël, proche, malgré les différends avec son entourage de M. Trump. Ça va le rester, il va continuer d'être influent. C'est ce qu'il voulait aussi, parce que il y a beaucoup en jeu. Et la réglementation peut affecter ces compagnies, le marché bien sûr, mais sur les choses qu'il contrôle peut-être plus, c'est l'influence auprès de l'administration Trump. On a vu Joe Biden aujourd'hui, il a pris la parole après une conférence de presse, après un discours en fait au Delaware. On va aller écouter ses réponses aux questions des journalistes. There's also been a lot of discussion recently about your mental and physical capabilities while you were in office. You can see that. I'm mentally incompetent and I can't walk and I could beat the hell out of both of them. Well, do you want to reply to any of those
reports and also to the fact that there are some Democrats who are now questioning whether you should have run for re-election in the first place. Why didn't they run against me then? I got beaten. Do you have any regrets? No, I don't have any regrets. Est-ce qu'il est convaincant, Michel C? Non, pas du tout. Monsieur Biden, écoutez, on vient de sortir, pas un, mais deux livres très fouillés qui montrent qu'il avait, à la fin de son mandat, des problèmes cognitifs importants. N'importe qui a regardé le fameux débat, je me souviens d'avoir entendu exactement la même chose que moi. On n'a jamais vu quelque chose de semblable dans un débat. Ce gars-là vient de se faire harakiri. Écoutez, il y avait un problème réel. Est-ce qu'une fois de temps en temps, on peut avoir des mauvaises journées? Oui. On peut aussi avoir des bonnes journées, comme aujourd'hui. M. Biden avait l'air très en forme, bon. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de son mandat, il n'avait plus les facultés cognitives 24 heures sur 24 qu'il faut pour être président des États-Unis. Alors, c'est un peu dommage. Il y a eu une vague de sympathie pour M. Biden quand on a su qu'il avait un cancer de la prostate et tout ça. Il ne devrait pas ternir son image encore plus et rappeler les problèmes qu'il a eus à la fin de son mandat. Je pense que c'est pas une très bonne façon pour lui de quitter la scène. Raphaël, vous en pensez quoi? Je veux renchérir là-dessus. D'un point de vue strictement humain, ce que Michel mentionne par rapport à la sympathie, ça me fait penser personnellement à d'anciens présidents comme M. Reagan, comme M. Carter, qui ont passé les derniers mois, les dernières années, le crépuscule, en fait, de leur vie en privé. La déchéance, le public ne l'a essentiellement pas vue. On continue à la voir avec M. Biden. Il y a quelque chose qui est simplement triste d'un point de vue humain, objectivement. Et d'un point de vue politique, je veux dire là, de façon beaucoup plus carrée, il y a une chose que la plupart des stratèges démocrates souhaitent ardemment présentement, c'est-à-dire qu'on voit moins M. Biden, point barre. Bonne ou mauvaise journée, on veut tourner la page. Et à chaque fois qu'il prend la parole, qu'il revient en public, ça complique ça. Et donc, c'est lui, d'après vous, qui veut prendre la parole comme ça? Sans spéculer sur le rôle de sa femme. 3 petits points de suspension. On va dire oui. Catherine? Oui, je suis d'accord avec Michel et Raphaël. C'est pas. Écoutez, moi, si j'étais, la personne qui a suivi le président dans son personnel et que j'ai un rôle après pour son legs, je me contenterais de le mettre sur un socle. Je demanderais à quelqu'un de parler de lui. Mais peut-être que lui devrait se retenir d'aller vers les médias. Je lui ferais déposer une couronne de fleurs. Et j'aurais, tu sais, les éloges. Il faut rendre... Ce gars-là a une carrière incroyable quand on regarde. Là. Si on se concentre pas justement sur ces petits moments, c'est quelqu'un qui a roulé pendant 50 ans, qui a été... qui a démontré bravoure aussi dans sa carrière de militaire. Alors, tu sais, il faut que les gens autour de lui reprennent leur sang-froid là, et lui rendent ce qu'on doit lui rendre pour sa carrière de politicien, peu importe la couleur politique. Il faut être respectueux de ces fonctions-là. Et il y a une manière de faire ça. Et il y a plein de gens qui voudraient lui rendre honneur. Il faut trouver les bons moments, le faire de la bonne manière. Donc, franchement, je comprends pas son entourage. Peut-être le petit clin d'œil à sa femme, je sais pas, là. Mais certainement, il y a des choses à revoir. Ouais. On va revenir sur cette volonté de Donald Trump, puis cette promesse, en fait, qu'il avait dit que c'était si simple de résoudre des conflits en Ukraine, en Israël aussi. Hier, il y avait donc ce cessez-le-feu là, proposé par les États-Unis, accepté par Israël. Le Hamas, finalement, on ne sait pas encore si ça sera accepté ou non, mais en tout cas, le conflit, il n'est pas résolu, tout comme celui en Ukraine. Qu'est-ce qui explique, Michel C., cette si grande difficulté pour le président Trump d'y arriver? Le problème, c'est que la diplomatie est toujours difficile. Essayer de rapprocher le Hamas et Israël, c'est pratiquement mission impossible. Personne ne serait capable de faire ça. Le problème de M. Trump, c'est pas qu'il n'est pas plus capable que les autres, c'est que lui, il s'est vanté qu'elle a réglé ça en 48 heures. C'est là qu'il y a le problème. C'est la barre. Lui-même a placé la barre extrêmement haute, puis là, il ne réussit pas à sauter la barre. Mais à la fin, la diplomatie, c'est compliqué. Demandez à Henry Kissinger.
quand il essayait de faire la navette littéralement entre Le Caire et Jérusalem tout le temps pour essayer de rapprocher les deux parties, il y a eu et ça s'est fait aussi avec les Russes, ça s'est fait avec d'autres gens. C'est extrêmement difficile et lent, la diplomatie. M. Trump a dit, moi, j'ai pas besoin d'âge, ça va se régler tout de suite, 48 heures, je me mets là-dessus, ça va être fini. C'est ça qui est le problème, c'est ce qu'il a dit, c'est pas qu'il soit pas capable de le régler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables de le régler. Raphaël? Exact. Le mérite qui revient à M. Trump, et je le pense sincèrement, c'est d'avoir, et je sais que ça va l'air contre-intuitif pour bien des gens qui s'arrêtent seulement à son style, là, extrêmement agressif très souvent, c'est d'avoir de réelles ardeurs pacifistes. Je le crois très sincèrement lorsqu'il dit qu'il veut mettre fin au carnage, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit surtout en Ukraine. Une fois que ça s'est dit, comme Michel le mentionnait, le problème, c'est de promettre beaucoup et de livrer essentiellement rien présentement. Et c'est pas seulement qu'il ne livre pas malgré ses promesses, c'est le ton et les promesses qu'il continue à faire depuis qu'il a été assermenté. C'est un petit peu l'approche inverse de la fameuse ligne de Teddy Roosevelt, on parlait d'ancien président il y a un instant, qui disait « Parlez doucement, mais portez toujours un bâton, un gros bâton ». M. Trump fait un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'il crie, il jappe, mais on se rend compte à l'international qu'il n'y a pas vraiment de bâton à utiliser. Donc, il menace M. Zelensky à gauche, menace M. Poutine à droite, menace le Hamas, met de la pression sur M. Netanyahou. Il n'y a à peu près personne qui semble l'écouter. Et au final, c'est la crédibilité de son administration et sa crédibilité personnelle à lui qui est entachée. Catherine? C'est ce qu'on voit. Tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est vraiment là que le bas blesse. Écoutez, il est pas... En diplomatie, comme le disait Michel, il faut investir. Hein, la relation humaine, il faut investir du temps. Il faut être capable de construire des alliances. Ça se fait pas du jour au lendemain. Le problème de M. Trump, du président, c'est qu'il est vraiment transactionnel. Hein? Alors, par exemple, quand il est allé au Moyen-Orient, on peut dire que c'est un relatif succès. Ça a été oublié rapidement parce qu'il y a des choses beaucoup plus pressantes sur l'agenda international là, que de brasser des affaires peut-être quand on parle des guerres. Mais cela dit, il est bon quand il est un homme d'affaires, mais comme pacificateur, on dirait qu'il n'a pas trouvé son emprise. Il n'est pas capable de livrer sur ce pilier-là parce qu'il voudrait que ce soit justement transactionnel. Alors, ça va être intéressant aussi de voir au G7, au Canada, Kananaskis, quelle dynamique va s'installer parce que c'est un thème très, très important. On le sait, l'Ukraine, il se détache un peu d'Israël, il en parle moins. Je pense qu'il s'est fait dire ça va nulle part et ça empire, ton image s'empire à chaque fois que tu en parles. Ça ne me surprendrait pas qu'il se soit fait dire ça. Alors, c'est vraiment, on l'a dit sur ce panel, le pilier de ces promesses sur lequel il est moins en mesure de livrer. Et livrer dans les délais qu'il s'est donnés, c'est impossible, comme le disaient mes collègues. Un mot très rapidement sur un moment de candeur quand même assez exceptionnel de la part d'un président américain. Il y a à peu près 24-48 heures de ça, il était au bureau Oval. On lui a posé une question par rapport à ses entretiens privés avec M. Netanyahou. Et M. Trump a dit d'emblée, c'est vrai que je lui ai dit en privé de ne pas aller de l'avant avec quelque chose comme, par exemple, une frappe proactive, si on veut, ou préventive contre l'Iran. C'est assez rare qu'un président américain partage ce degré de détail-là. Qu'est-ce que ça aura sur le long terme? La question demeure ouverte. Là. Michel l'a souligné. En matière de politique étrangère, un moment quand même assez spécial cette semaine. C'est de la candeur, selon vous, Raphaël? Prenez l'épithète ou le mot que vous voulez, Catherine. On pourrait dire candeur, certains diraient autre chose, mais disons que dans le style Trump, c'était un certain moment de candeur, effectivement. Oui, Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Bien, il y a le mot en V, le vantardise, avec M. Trump. On a faire la différence entre la candeur et la vantardise. C'est toujours difficile, ça. Surtout avec lui. Oui, c'est ça, surtout avec le personnage. Et là, je parle de M. Trump, pas de Michel. Non, bien sûr, bien sûr. Alors qu'on le voit d'ailleurs en direct, je vous le disais d'entrée de jeu. J'ai pas peur. Et il est en Pennsylvanie, il fait un discours. On a parlé encore de tarifs hier. Donc, un tribunal commercial qui a dit « Oh, attendez, les tarifs, non, il faut arrêter ça. » Ensuite, une cour d'appel qui dit « Oh non, on va les remettre en place, le temps qu'on se pose la question si c'est bon. » Donc, petite défaite pour M. Trump, petite victoire en attendant la décision sur le fond. Mais en tout cas, Catherine, ça a quand même mis encore de l'incertitude là au Canada. Oui, ça crée beaucoup d'incertitudes, mais je pense que M. Trump, son organisation, l'avait vu venir. Et il s'amuse comme ça avec la justice. Ça plaît à une partie de l'électorat de M. Trump de dire non, ce ne sont pas les juges qui vont décider de la politique étrangère des États-Unis, mais bien le bureau du président. Donc, ça nous met dans une situation où, oui, il y a un brouillard légal qui s'installe,
et qui s'ajoute à M. Trump, qui est toujours en train de reculer, là, son fameux surnom Taco. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça s'ajoute à ça, mais je pense que c'est pas déstabilisant tant que ça pour lui. Il faudra voir ce qui va se passer à la fin de tout ça en Cour suprême, mais on sera déjà loin peut-être vers les mi-mandats à ce moment-là. Raphaël? Écoutez, il y a beaucoup à dire. Ce que je mentionnerais peut-être très brièvement, c'est que ce qui est vrai pour les tarifs, c'est vrai pour les coupures qu'on veut imposer à des universités comme Harvard, c'est vrai pour les coupures budgétaires dont on parlait au début du segment avec M. Musk. Tout ça parce que ça se fait par décret. C'est devant les tribunaux. Ça n'a pas nécessairement, disons, les genoux très, très solides. On verra, mais on en a pour des mois et des mois et des mois de cette incertitude-là. Parce qu'on va avoir des jugements, des injonctions, des renversements d'injonctions, tribunal de première instance, exact, cour d'appel, cour suprême. Donc, pour ceux et celles qui veulent de la certitude dans le court terme, oubliez ça, vous n'en aurez pas. On en a pour peut-être même, au final, on verra, la majeure partie du mandat de M. Trump avant de même savoir qu'est-ce qui, au début du mandat, va avoir été validé et donc restera en vigueur. Et qui va rester jusqu'à la fin. Absolument. Michel? Oui, allez-y rapidement. Le New York Times avait dit sur les fameux décrets. C'est un communiqué de presse signé par le président, tout simplement. C'est autre chose. Une loi, ça se conteste devant les tribunaux. C'est à ça que ça sert, les tribunaux. Mais un décret, ça n'a pas comme dit Raphaël, ça n'a pas des genoux très solides. Et c'est pour ça que c'est chaud. On va finir avec TACO. Vous en parliez, Catherine. C'est un acronyme qu'on lui donne de plus en plus. On va voir d'ailleurs des images qui vont probablement vous faire rire. En tout cas, moi, ça m'a fait rire pas mal. TACO, donc Trump always chickens out. Il recule tout le temps. Finalement, il aime pas ça. Il doit pas aimer ça, Raphaël. Excusez, Catherine, je suis simplement transfixé par la dernière image qu'on vient de voir. Comment commenter après coup, c'est absolument glorieux. Écoutez, tout ce que je peux dire en quelques secondes, on marque le mois prochain 10 ans de Donald Trump comme candidat politique. Il a donné des dizaines de colibets et de surnoms. C'est peut-être le premier qu'il reçoit, lui, et qui colle vraiment. Michel? Ouais. Michel? Écoutez, ça ne pouvait pas arriver à un meilleur garçon. Parce qu'à la fin, oui, il recule tout le temps. Et ça vient de Wall Street. C'est ça qui lui fait mal. C'est ça exactement. C'est l'économie. C'est les gens de Wall Street qui ont... Merci beaucoup à vous trois. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.